Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce lundi 15 février. Il démarre son tour des régions pour le Beauvau de la sécurité. Gérald Darmanin était en Savoie et Haute-Savoie ce lundi. Il a participé aux premières tables rondes autour de l'action des forces de l'ordre. Sébastien Germain et Fanette Debuisson ont suivi ce déplacement. C'est un savoir-faire séculaire entre tradition et modernité, découverte ce soir de la distillerie de Saconnet d'Arves. Jean-Paul Crespi nous emmène à la rencontre d'un passionné de fruits et de liqueurs dans le canton de Genève. Moderniser la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, des gendarmes et de l'ensemble des Français. C'est l'objectif du Beauvau de la sécurité débuté lundi dernier. Cette grande réflexion sur l'action des forces de l'ordre en France s'articule autour de 8 tables rondes en région. Le ministre de l'Intérieur était ainsi à Chambéry ce lundi matin au groupement de gendarmerie départementale. Il a échangé avec une trentaine de policiers et de gendarmes. Au programme des discussions, la gestion des effectifs et le manque de moyens. On écoute Gérald Darmanin au micro de Sébastien Germain. Vous savez, moi je suis un élu local, donc un élu local c'est quelqu'un qui passe son temps à discuter sur le terrain des difficultés. Il y a bien sûr le travail à Paris avec les grandes organisations syndicales, avec les représentants de la gendarmerie, avec les spécialistes des questions difficiles comme l'utilisation des drones, la question des inspections, la question du maintien de l'ordre. Et puis il y a tous ceux qui sont sur le terrain. Et ce terrain, il faut écouter les policiers et les gendarmes du terrain, ce que je suis venu faire ici et ce que je ferai pendant la trentaine de déplacements que j'ai jusqu'au mois de juin sur cette question. Je suis venu en Savoie, d'abord parce que j'avais promis au CRS de montagne, suite à l'accident qu'il y avait eu ici, ce malheureux accident, j'avais promis de revenir dans un moment un peu moins dramatique pour discuter avec les gendarmes et les policiers qui font un travail, je le sais, dans ce département très important dans des conditions difficiles, à la fois parce qu'il y a le tourisme et il y a la montagne, aussi parce qu'il y a les difficultés qu'ont toutes les villes de France. Et donc je trouvais normal de venir leur dire ce premier bonjour du Beauvau de la sécurité. La Savoie est un grand et beau département qui connaît à la fois des difficultés d'utilisation de forces spécialisées, c'est le cas bien sûr de la montagne, et puis aussi des difficultés d'urbanisme, c'est le cas à Chambéry, c'est le cas à Albertville, et puis des difficultés de ruralité. Et donc c'est un concentré de France, évidemment très important, et d'avoir un retour des policiers de terrain, des gendarmes de terrain, c'est pour nous extrêmement important. Après Chambéry, la visite de Gérald Darmanin s'est poursuivie à Annemasse cet après-midi. Quelques manifestants l'attendaient à proximité, d'une part des élus du Rassemblement national, de l'autre des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur est venu inaugurer le nouvel hôtel de police opérationnel depuis le mois de juin. Un chantier de 16 millions d'euros financé par l'État et l'agglomération qui doit contribuer à fidéliser des fonctionnaires difficiles à recruter dans ce secteur où la vie est chère. 172 fonctionnaires de la sécurité publique, de la police judiciaire d'Annecy et de la police aux frontières installés jusqu'alors à Gaillard et du renseignement y travaillent. De nouvelles embauches sont prévues. On écoute à nouveau Gérald Darmanin au micro cette fois de Fanette Debuisson. Je sais qu'ici en Haute-Savoie, il y a particulièrement parfois des manques d'effectifs, non pas tellement parce qu'on oublie d'en mettre, mais parce que la vie est parfois chère et aussi parce que la situation est difficile. Et par la zone particulière que représente Annemasse, à la demande des parlementaires, nous avons mis 2 nouveaux quartiers de reconquête républicaine dans ce département, dont ici Annemasse. Et c'est 15 policiers, comme je l'ai annoncé, qui viendront à partir du début du mois de mars, donc les sorties d'école sont au mois de mars, à partir du début du mois de mars, renforcer les effectifs ici à Annemasse, notamment pour lutter contre les stupéfiants. La vie est chère et les fonctionnaires n'ont pas toujours les moyens de se loger ou de vivre dans ces départements. Et effectivement, vous l'avez dit, soit font de longs trajets et donc deviennent fatigués et par nature peuvent sans voir leur vie professionnelle touchée ou partent. Et donc nous devons absolument lutter contre ça. Il y a la question de la prime que j'étudie à la demande des parlementaires. Une prime de vie chère comme elle existe dans les Alpes-Maritimes et que j'ai accordée l'année dernière. Et il y a aussi le travail avec les élus. Je viens d'en parler avec l'ensemble des élus que je remercie de leur concours républicain, sous l'autorité de M. le Préfet, pour me faire des propositions de logements réservés pour ces agents publics, de réservation également pour l'accueil dans la petite enfance de leurs enfants, pour le conjoint qui souvent est fonctionnaire et qui doit accompagner.
En bref, elles resteront fermées. L'Italie prévoyait de rouvrir ses remontées mécaniques ce lundi, mais en dernière minute, le ministre de la Santé a finalement bloqué cette réouverture, alors que le variant anglais se propage dans le pays et représente 17,8% des nouveaux cas. La fermeture des remontées a donc été prolongée jusqu'au 5 mars au moins. Depuis le 11 janvier, chaque lundi, pendant quelques heures, des médecins font grève dans les hôpitaux en France. C'est le cas à Annecy, où près de 150 praticiens hospitaliers étaient mobilisés il y a un mois. Certains continuent le mouvement chaque semaine, une mobilisation rare chez des médecins de différents services. Ils se disent oubliés par le Ségur de la Santé. Selon eux, ce Ségur favorise les derniers médecins titularisés au détriment de ceux qui travaillent dans les hôpitaux depuis plusieurs années. On écoute le docteur Renaud Chouquier au micro de Fanette Debuisson, médecin réanimateur. Il est aussi le représentant à Annecy du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargis. On l'écoute. Les jeunes praticiens hospitaliers, leur carrière a fait un bond en avant de 4 ans sur la grille d'échelon. Donc ça, c'est très bien pour eux. C'est pour ceux qui sont nommés praticiens hospitaliers à partir du mois d'octobre dernier. Et puis la prime d'engagement de service public exclusif, une prime que les médecins reçoivent en contrepartie de rester à l'hôpital public et de faire que de l'activité publique, cette prime, elle a été revalorisée. Donc ça, c'est très bien aussi. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que les praticiens hospitaliers qui ont à peu près à la louche entre 35 et 55 ans, tout cela, ils ne sont pas revalorisés, mais surtout, avec ce changement des échelons, ils sont reclassés dans une nouvelle grille d'échelons qui leur fait perdre 2 échelons. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver aux derniers échelons, eh ben, il va falloir travailler 4 ans de plus. Et ceux-là, c'est ceux qui font tourner l'hôpital public en ce moment. Sans eux, là, la crise du Covid, on ne pouvait pas la gérer. On fait grève pour un problème très catégoriel, mais en fait, l'enjeu, il est pour les malades et pour la population. Parce que le fait de ne pas restaurer l'attractivité de l'hôpital public pour les médecins, ça veut dire que la fuite des médecins vers le privé, elle va continuer. Et en plus, là, ils ont le sentiment d'être trahis par leur ministre, donc ils vont partir encore plus et encore plus vite. Nous vous parlons régulièrement de la situation des étudiants dans ce journal et nous en parlons ce soir avec mon invitée Camille Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Vous êtes présidente de la Fédération des étudiants de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors pour présenter rapidement, cette fédération elle a été fondée en 2016. Elle est née de la volonté de coordonner toutes les associations étudiantes des 3 campus de l'université. Donc aujourd'hui, vous fédérez une dizaine d'associations. Vous êtes bien sûr au contact des étudiants tous les jours. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de ces étudiants ? Comme vous le savez, la situation est inédite. On est dans une situation alarmante depuis un an. Les étudiants sont mis de côté. On est en décrochage scolaire. Les étudiants se posent beaucoup de questions sur la représentation de leur diplôme. Il y a une détresse psychologique assez importante. On a un étudiant sur 3 qui est en détresse psychologique, un étudiant sur 2 qui est en difficulté assez importante et on a une précarité importante au sein du territoire, même au national. On a 46% des étudiants qui sont en situation de précarité étudiante, c'est quand même assez important. C'est ça, ils sont touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Est-ce que les récents dispositifs, alors il y a eu l'annonce des 2 repas à 1 euro par jour, le retour de certains cours en présentiel, est-ce que ces annonces ont remis un petit peu de baume au cœur aux étudiants ? Bien évidemment que oui, ça fait toujours plaisir d'avoir déjà 2 repas à 1 euro, surtout que maintenant les cafettes ont réouvert au sein des campus. Malheureusement, ça ne suffit pas, il manque aussi les restaurants universitaires. On sait qu'ils vont réouvrir normalement dans les semaines à suivre, même les jours, mais on a 16 000 étudiants sur les 3 campus, il faut quand même prendre ça en compte, sachant qu'en plus on est dans un mois où il fait assez froid, donc les cafétérias, ça ne suffit pas. Ensuite, au niveau du présentiel, bien évidemment que c'est quelque chose qui fait réellement plaisir aux étudiants parce qu'ils retrouvent le contact avec les copains, les profs, le présentiel, l'accueil. Mais ça ne suffit pas aussi, il faut un peu plus.
un peu plus d'accompagnement de la part de l'université, un peu plus du coup de présence en fait des services, même s'ils le font déjà, je l'admets, hein, mais il faut le faire à 150%. Souvent, ce qui revient quand on va à la rencontre de ces étudiants, c'est le lien social. Ce côté social qui manque beaucoup aux étudiants, vous le voyez aussi? Oui, on le voit hein, depuis que déjà de toute façon tout ce qui est en lien avec le social, donc les restaurants, les bars, les lieux cultes, tout est fermé, donc les étudiants ne peuvent pas discuter entre eux, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas développer des liens sociaux comme les étudiants en première année qui n'ont jamais vu le jour de l'université et tout ce qui gravitait autour. Et donc là, on le sent qu'ils ont besoin de cette proximité, ils ont besoin de découvrir des personnes, ils ont besoin d'être avec des étudiants, mais même autres, et discuter. Vous êtes mobilisés, vous avez même manifesté. Est-ce que vous vous sentez écoutés, accompagnés? Alors oui, on a fait une mobilisation étudiante et on a eu le soutien de l'université quand on a fait cette mobilisation et qu'on a réinvesti les universités. Après, on en demande toujours plus, bien évidemment, parce qu'on est une fédération, qu'on est toute nouvelle et qu'on est toute jeune et qu'on souhaite être accompagnée et impulser une nouvelle dynamique avec les services, avec l'université, avec les associations. Donc oui, on en demande plus, même si c'est déjà bien parce que ils nous ont autorisés à être présents sur les campus, ils nous ont donné l'accès aux salles. Mais pour les étudiants, en tout cas, pour cet accompagnement, nous, je pense qu'il faut qu'on collabore plus ensemble et qu'on soit plus appuyés pour les différents projets. Comment vous, concrètement, la fédération, vous venez en aide aux étudiants? Concrètement, nous, on a mis en place un First et Méninge pendant les 2 confinements qui sont arrivés pour mettre en place du tutorat sur du long terme avec du coup des ateliers débats, des ciné-débats, des visuels, des petits conseils sur comment réviser, comment gérer son stress, comment apprendre correctement, comment faire des fiches révision, mais aussi sur la nutrition parce qu'on sait que c'est important parce que quand on est étudiant, on mange mal et c'est important de bien se nourrir quand on vit tout seul dans un appartement. On a aussi un gros projet qui est une épicerie sociale et solidaire, donc une Agorae, qui est un projet national créé par la FAGE, la Fédération associative générale des étudiants. Et on souhaite réellement le mettre en place avec nos associations, avec les services de l'USMB, avec les organismes, instances et acteurs du bassin chambérien et annécien. First et Méninge, c'est le titre à retenir. Donc First, Fédération étudiante de l'Université Savoie-Mont-Blanc, FEUS, pour ceux qui voudraient retrouver tout ça en ligne. On est aussi dans la période des inscriptions post-bac sur Parcoursup. Les lycéens qui, dans ce contexte, doivent être encore un peu plus perdus devant les défis de l'orientation. Est-ce que vous êtes en contact avec eux aussi? Alors, déjà, en tant qu'étudiante, et aussi en tant qu'humaine, j'ai une petite sœur qui est en plein Parcoursup et je sais que c'est assez difficile et que les lycéens se posent pas mal de questions. Et nous, directement, on n'est pas en lien avec eux. Mais par contre, grâce à différents organismes comme Article 1, Inspire, qui nous aident bien à être présents lors du coup des lycées pour présenter un peu la vie associative, mais aussi les différentes formations, notre vécu en tant qu'étudiant, nous, ça nous fait plaisir et ça crée du contact et ils sont plus rassurés parce qu'ils se disent, en fait, on a le droit à l'échec, on a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire en terminale et donc ils sont plus repérés. Est-ce que vous allez mettre en place d'autres choses? Vous avez d'autres projets là, pour cette suite d'année scolaire? Notre gros projet, là, ça va être vraiment l'épicerie sociale et solidaire, l'Agorae. Pourquoi pas mettre un autre First et Méninge 3.0 et une semaine type contre l'isolement social pour mettre en valeur nos associations, mais aussi des organismes qui nous contactent pour aider les étudiants. On est en pleine réflexion. Là, on essaye aussi de les accompagner parce qu'on a des élus au sein des conseils qui portent aussi nos projets et qui portent les revendications pour aider les étudiants. Est-ce que vous pensez que vous allez revoir les bancs de la fac prochainement? On espère, hein, on croise les doigts. Nous, c'est ce qu'on souhaite et pour le moment, c'est en cours d'amélioration et on arrive déjà à revoir les gens en présentiel et ça fait vraiment plaisir. On vous le souhaite en tout cas, on espère tous que tout se rétablira très prochainement. Merci beaucoup Camille Dufour et on continuera à parler des étudiants demain dans le journal puisqu'on va recevoir hasard du calendrier, le nouveau président de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup. Restez avec moi puisque un sujet va peut-être vous intéresser. Les étudiants vont peut-être se changer les idées à la piscine. Depuis le mois d'octobre, la grande majorité d'entre elles sont fermées en France. Quelques bassins extérieurs ont cependant pu rouvrir. C'est le cas dans la station du Corbier en Savoie. Les sportifs et les particuliers peuvent nager dans une eau à 30 degrés. C'est un reportage réalisé avec nos confrères de Maurienne TV.
À première vue, la température extérieure n'incite pas vraiment à se jeter à l'eau. Pourtant, les nageurs viennent de loin pour s'entraîner dans ce bassin extérieur. La piscine du Corbier est une des rares à accueillir du public. C'est un bassin découvert. Donc bassin découvert, c'est autorisé pour tout public. Bien sûr, on est limité par tranche d'1h30. On ne peut pas plus accepter de 30 personnes dans l'eau. Au bout d'1h30, on est obligé d'évacuer le bassin pour faire un nettoyage, une désinfection de 30 minutes. Toilettes, vestiaires et douches sont eux aussi désinfectés soigneusement. Accessible sur réservation uniquement, le bassin de 12 mètres sur 25 est particulièrement prisé des clubs. Suite au couvre-feu, donc, il y a eu donc, début janvier, et puis suite aussi au changement de règles au niveau du sport à l'intérieur, donc on n'a pas le choix, on trouve des solutions pour l'instant qui sont à l'extérieur. Donc on a des solutions à Aix-les-Bains, des solutions au Corbier. C'est un lieu qu'on ne connaissait pas du tout. Vraiment, on ne connaissait pas, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. C'est la 5e, 6e fois qu'on vient là. Donc tout se passe bien, c'est très bien. Ça fait du bien d'être un peu à l'extérieur, en altitude, dans d'autres conditions qu'en plaine, quoi. L'ouverture de la piscine extérieure ramène aussi un peu d'animation dans la station, alors que les remontées mécaniques restent fermées. Et puisqu'il est question de sport, un mot de ski. Alexis Pinturo décroche la médaille d'argent du combiné aux mondiaux de Cortina d'Ampozzo. Il perd ainsi son titre mondial. Le skieur de Courchevel a été battu de 4 centièmes par l'Autrichien Marco Schwarz. Le Suisse Loïc Meillard complète le podium. Victor Muffagendré se classe 6e. Si la saison des distilleries ambulantes prend fin, certains sont encore à l'œuvre. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Saconnet d'Arves dans le canton de Genève, où une distillerie plus que centenaire perpétue elle aussi cette tradition de la distillerie à façon. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce savoir-faire. Reportage. Eau de vie de fruits à noyaux et de fruits à pépins, esprit de petits fruits, la distillerie de Saconnet d'Arves transforme chaque année des milliers de kilos de fruits pour sa propre production et pour de nombreux particuliers qui entretiennent ou possèdent des arbres fruitiers dans leur jardin ou leur exploitation agricole dans le canton de Genève. Un service de distillation à façon qui compte à ce jour plus de 800 clients genevois, tous soucieux de produire des eaux de vie de caractère, sans ajout de produits chimiques et si possible sans levure de sélection pour correspondre le plus fidèlement possible au terroir. Quand on a compris où était la qualité et où étaient les goûts qui nous intéressaient, recherche d'une signature. Moi, c'est sûr que je ne vais pas faire tout à fait un kirsch comme d'autres distillateurs et d'autres distillatrices. Il y a certains arômes, notamment les arômes épicés ou toastés, qui m'intéressent vachement. Donc ça, je vais essayer de les conserver, de les mettre en avant sur la fermentation et sur la distillation. Ouais. Mentionnée pour la première fois en 1895, la distillerie a traversé les âges pour être aujourd'hui un haut lieu patrimonial représentant un trait d'union certain entre la ville et la campagne et entre la production arboricole et l'artisanat. Si elle a dû renoncer en 1978 à déplacer l'alambie de village en village, la concession fédérale de distillation l'autorise toujours à travailler sur 2 alambies en cuivre, conduits à la main, l'un datant de 1923 et l'autre acheté neuf en 2018. Il y a beaucoup de distilleries qui se diversifient, qui font du gin, de la vodka, de l'absinthe, du rhum. Moi, je n'ai pas envie de faire autre chose avant d'avoir vraiment compris comment maîtriser et amener quelque chose avec les eaux de vie de fruits. Pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. Là, je suis sur... j'essaye d'améliorer, par exemple, une eau de vie de pêche de vigne depuis 2-3 ans. Et c'est compliqué. La pêche de vigne, il y a un côté un peu... c'est brut, quoi. C'est très astringent, c'est assez peu aromatique. Il faut vraiment travailler. Moi, j'ai justement envie de démystifier aussi l'activité. Je trouve très bien et très intéressant d'amener un maximum de gens vers l'alambic, de leur expliquer comment ça se passe techniquement, pour sortir un petit peu cette activité de ses arcanes et de dire que c'est tout simple, c'est mécanique, c'est technique, c'est chimique évidemment, mais on ne va pas transformer le plomb en or, quoi. On est juste là pour sortir l'alcool du fût. Cerises, mirabelles, pruneaux, coings, pêche de vigne ou même labellisée en agriculture biologique pour les poires, la distillerie de Saconnet d'Arves produit également ses propres fruits.
Une production issue de ces vergers en conduite biologique. Plus que centenaire, elle perpétue désormais une tradition, une mémoire artisanale portée par les agriculteurs et les viticulteurs et soutenue par de très nombreux propriétaires privés qui cherchent à transformer leurs fruits de leur jardin de façon atypique et originale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, Emmanuel Jaude nous emmène à la découverte des filières de l'école militaire de haute montagne à Chamonix. Pour ce premier épisode, il sera en compagnie du lieutenant-colonel Renaud Courbion, chef de corps de l'EMHM. Je vous retrouve avec plaisir demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite sur 8 Mont Blanc.